Bonsoir. Le chef de l'État ivoirien revient devant le Congrès. 2 ans plus tard, le président Alassane Ouattara s'est adressé ce 19 mars 2022 à la nation depuis Yamoussoukro. Plusieurs importantes décisions ont été prises. Et bien que retenir de cette adresse du chef de l'État à la nation, on va en parler tout au long de cette émission avec notre équipe d'experts. Analyse pertinente et débat constructif. Ce qu'il faut retenir de l'actualité, c'est de notre live talk. Bienvenue. Nous sommes le mardi 19 avril. Voilà. C'est cela. Hein? Et c'est exactement ce jour-là que le président s'est adressé, et non le 19 mars. Bonsoir André, comment allez-vous? Bonsoir Brice, ça va plutôt bien. Merci. Rayana, bonsoir. Bonsoir Brice. Tout sourire. Ça va. C'est vrai. Madame Bleu, bonsoir, comment allez-vous? Bonsoir Brice, très bien. Très bien. Franck Etienne est avec nous. Bonsoir Franck. Bonsoir Brice. J'ai des secrets vous concernant. Ah bon? Oui, j'ai des secrets vous concernant. Brice, par exemple. tu peux quand même juste préciser qu'il est journaliste. Exactement. Franck Etienne est journaliste et consultant. C'est quoi, c'est que de polichinelle? Et il est directeur général. Non, pas directeur, je t'ai dit Brice, il faut laisser directeur, mais fondateur, Fondateur. du journal en ligne qui s'appelle adjoa.net. Président fondateur des journalistes. En tout cas, tous les quatre, hein, merci d'être à nos côtés ce soir. Eh bien, la nouvelle, on la connaît. Eh bien, le chef de l'État s'est adressé, donc, je le dis, ce 19 avril, devant le Congrès. On en parle et on décrypte tout cela après ceci. C'était annoncé, c'était attendu, cette intervention du chef de l'État, cette adresse à la nation, André Bois, le besoin pour le président Ouattara de s'exprimer. Vous le sentiez depuis un moment? Bon, enfin, on ne le sentait pas, c'est la semaine dernière que, dans la foulée donc, de la démission du gouvernement Patrick Hachi, on va dire que le président, on a reçu le communiqué comme quoi le président s'exprimerait devant donc, le Parlement. Parce que pour le coup, le Parlement, c'est vraiment l'Assemblée nationale et le Sénat, donc le Congrès. Alors oui, il faut des moments comme ça dans notre vie démocratique où on a un vrai sentiment de rassemblement. Moi, je suis très content de voir que des députés du PPA, de l'opposition, oui. des sénateurs de l'opposition, puisqu'il y a les sénateurs PDCI, etc., se retrouvent pour entendre comment va le pays et quels ont été les choix et comment on a pu organiser les choses et puis aussi entendre cette affaire de nomination notamment, puisque vous vous rappelez ici, même on se plaignait de cette entorse à la Constitution qui voulait qu'il y ait un vice-président, puisque la Constitution avait été modifiée pour que le vice-président ne soit pas élu avec le président d'un ticket. Et il fallait quand même le nommer. Donc je trouve que le moment était bon, était symbolique et moi en tout cas je l'ai apprécié. Alors, Rayana, j'insiste sur la question que j'ai posée à André. Est-ce que ce besoin se faisait sentir parce que depuis un moment, le chef de l'État ne s'était pas exprimé? Surtout. Faut rappeler quand même que ça intervient, je pense que tu l'avais dit, 2 ans après sa dernière expression au Congrès de 2020. Et en 2 ans, il s'est passé beaucoup de choses, que ce soit sur le plan sanitaire, sur le plan social, économique, avec la cherté de la vie qui revient très souvent. On a eu tout récemment, justement, la démission du gouvernement. Il y a beaucoup de choses, en tout cas, qui devaient se dire et qu'on avait besoin d'entendre également du point de vue du président. On avait besoin d'entendre en tout cas ces mots à lui, bien que parfois les médias relayaient certaines informations. Donc c'est vrai qu'il avait lui ce besoin de s'exprimer, mais je pense que la population et le Parlement également avaient surtout besoin d'entendre ces mots à lui. Madame Bleu. Et surtout, il faut savoir que finalement, en plus des prises de parole traditionnelles qu'on a en général donc, au Nouvel An ou bien pour le 7 août, à la veille, donc le 6 août, on a maintenant ce rendez-vous, cette adresse à la nation qui est constitutionnelle et qui permet au chef de l'État de pouvoir s'exprimer à la nation, donc au Parlement, donc aux 2 chambres, et de pouvoir faire le point de l'état du pays, de ce qui se passe, de ce qui s'est passé, et voilà, de faire vraiment véritablement le point. Et c'était nécessaire parce que, comme Rayana l'a dit,
beaucoup de choses se sont passées. C'est vrai qu'il y a eu la Covid qui ne lui a pas permis de s'exprimer à ce moment donné, mais il était important au regard de la conjecture actuelle. Quand je parle de conjecture, je parle de cherté de la vie qui revient régulièrement. Il a même dit dans son discours, hein, il a insisté sur ce point. Il a insisté également sur le fait qu'il fallait mettre en avant, en priorité, en plus de la lutte contre la cherté de la vie, la bonne gouvernance, la lutte contre la corruption. Donc tous ces détails également ont été cités. Et voilà, c'était nécessaire d'avoir cette rencontre et cette communion avec le Parlement. Toujours, en tout cas, ce premier tour de table, là, il est un peu pour décrypter la forme de cette intervention. Alors, Franck Etienne, vous qui suivez de très très près le président de la République, comment vous retrouvez Alassane Ouattara 2 ans après? Oh, on retrouve quasiment le même Alassane Ouattara. Tout à l'heure, quand on va peut-être rentrer dans le fond du discours, on verra que pas grand-chose a changé. Et que cette occasion-là du Congrès était juste voulue pour peut-être combler un vide comme André l'a dit tout à l'heure, combler le vide donc, de la vice-présidence. Mais en même temps, pour la gouverne de André, le vice-président, je lui ai dit, c'était pas, Alassane Ouattara n'était pas obligé. Voilà, c'est-à-dire que la Constitution, effectivement, en 2016, prévoyait un ticket. Et puis après, quand la Constitution a été modifiée donc en 2020, c'est sur nomination. Donc, la loi ne prévoyait pas de délai de nomination ou de conditions de révocation, tout ça. Donc, je lui ai dit, Alassane Ouattara n'était vraiment pas obligé de convoquer le Congrès maintenant là pour ça. Il n'y avait pas d'urgence. Il n'y avait pas d'urgence en la matière. Peut-être que les urgences qui ont peut-être commandé le Congrès, on peut les situer au niveau du contexte, je veux dire, économique mondial, et puis surtout du contexte sécuritaire aussi, parce que... Non, mais, voilà. Je ne suis pas d'accord avec parce que de façon très simple et basique dans ma tête, je me dis, on a nommé un Premier ministre, malheureusement, un vice-président, malheureusement, ce dernier a démissionné, et depuis un moment, on est sans vice-président, et quand on dit, on n'avait pas de pression, on n'était pas pressé. Non, mais moi, c'est là où je suis pas d'accord avec lui. C'est-à-dire qu'à partir du moment où c'est inscrit dans la Constitution, sans autre forme de délai, mais le fait même, l'inscription même, vaut que ça se fasse immédiatement, parce que la Constitution dit, le président de la République choisit un Premier ministre. Donc, à partir du moment où il y a l'effet d'un président, en droit, c'est ça. À partir du moment où le président est là, je pense que dans la foulée, des effets de sa présence, de son existence, doit découler un vice-président. Ça doit être quelque chose d'immédiat, d'assez mécanique. Il y a quand même une petite nuance à faire. C'est-à-dire qu'en 2016, la Constitution prévoyait le ticket. Ça veut dire que le vice-président était élu en même temps que le président. Et en ce moment-là, il y avait une obligation d'avoir le vice-président en même temps. C'est pour cela que justement, quand Alassane Ouattara a été élu, pour mettre en application donc, cette disposition de la loi constitutionnelle, a attendu les législatives qui, quand elles se sont déroulées, ont permis à Denis Kablan Dekan de devenir député donc, de Bassam. À partir de là, Denis Kablan Dekan, un élu, pouvait être, je veux dire, éligible donc, à ce poste de vice-président. Ça, c'était pour 2016. Mais à partir de 2020, ça devient un poste nominatif, un peu comme on nomme le ministre, un peu comme on nomme le Premier ministre. Mais sauf que là, ça se fait juste devant le Congrès réuni. Donc, je veux dire, il n'y a pas de délai. Et ce que la loi ne prévoit pas, je veux dire, on ne s'oblige pas à respecter ce que la loi ne prévoit pas. Mais comment la loi ne prévoit pas? Allons-y, par exemple, faisons le même exercice. Par exemple, supposons qu'on a un Premier ministre qui a démissionné. Ouais. Et puis on dit, comme il a démissionné, on peut garder le fonctionnement comme ça sans Premier ministre. Mais c'est un bel exemple parce que la loi, en tout cas si j'en crois mon propre souvenir, la loi ne dit pas tel nombre de jours, il faut nommer un Premier ministre. Voilà, donc, mais à partir du moment où la Constitution prescrit qu'il faut nommer un Premier ministre, le président, le nombre, après c'est plus pratique parce qu'il faut gérer le pays. Mais si la Constitution prévoit de nommer un vice-président, il faut le nommer. Je pense qu'au regard de l'urgence peut-être à laquelle il fait référence, ou même à laquelle on faisait référence, c'est vrai, ça inscrit dans la Constitution, mais au regard de l'impact que ça a sur la vie des citoyens ivoiriens, entre un Premier ministre pour lequel le poste serait vacant,
alors qu'il dirige le gouvernement, et un vice-président qui représente le président à certaines rencontres internationales, est-ce qu'il y avait certainement une urgence? L'importance de ce poste. Voilà. Il n'y a pas vraiment de pouvoir pour ce poste de vice-président. Peut-être que c'est quelque chose qui pourrait changer avec la nomination de ce nouveau vice-président. Peut-être qu'il aurait beaucoup plus de pouvoir. Non, il y a un paradoxe. Sinon, il y a un paradoxe dans ce qui est dit. En termes d'urgence, je n'en vois pas. Non, il y a un paradoxe. Ce qu'on estime, c'est que du moment que c'est inscrit dans la Constitution, quand ce n'est pas fait, quand on n'a pas de vice-président, il y a un dysfonctionnement. Non, oui, mais si, ça va être plus important. Et si on n'est pas d'accord avec cette hypothèse, ça veut dire qu'on remet en question la pertinence d'avoir demandé à changer la Constitution pour avoir un vice-président. On est en train de débattre sur une question de principe. Dans le même sens, restant sur le principe. Vous avez pris le cas du Premier ministre puisqu'il dirige le gouvernement. Mais il faut aller plus loin dans la Constitution pour montrer que c'est important. La Constitution nous dit, en son article 62, en cas de vacance de la présidence de la République, démission ou empêchement absolu du président, c'est le vice-président. Donc c'est important que dans un pays, les questions de succession soient très claires. On ne peut pas gérer un pays avec le risque d'avoir, un vide au moment où un empêchement absolu peut arriver. Et donc c'est très important. Brice, je veux qu'on s'entende. Oui. On n'est pas en train de discuter de l'importance ou non du poste de vice-président. On est en train de discuter de l'opportunité, de ce que la loi prévoit en termes de temps au président pour nommer le vice-président. Mais ça, on a répondu à la question. La loi ne prévoit pas de temps pour le Premier ministre. C'est pareil. Non, mais la loi ne prévoit pas de temps pour le Premier ministre. Edith l'a dit. Le Premier ministre, il est acteur, le quotidien. Par rapport au vice-président qui, lui, c'est un poste... Mais ça ne justifie pas. C'est pour ça que ça ne justifie pas. Sinon, c'est toujours important. Ça ne justifie pas. Vous imaginez qu'il n'y a pas d'urgence. Je veux dire que si dans la période... En fait, du moment qu'on estime qu'il n'y a pas d'urgence, ça veut dire que ce n'est pas important. Non, personne ne dit qu'il n'y a pas d'urgence. Mais s'il y a une urgence... Je veux dire que Alassane Ouattara ne nomme pas un vice-président, 5 jours après son élection, ou un mois ou un an après son élection, n'est pas en train de violer la Constitution, ce que je veux dire. Mais bien sûr. Pourquoi? Il n'y a pas de délai. Il y a un dysfonctionnement dans le principe, on est d'accord. Attends, je ne vous comprends pas. Vous-même, vous dites qu'il n'y a pas de... Attends, s'il était hors délai dans la Constitution, il y aurait peut-être violation. Mais allons, on va le faire avancer, mais c'est très important. Le Premier ministre est-il nommé suivant un délai? C'est juste là ma question. Non, mais le Premier ministre... Attends, écoutez, c'est le juste Premier une question. ministre Répondons par oui ou non. Non, non, on n'est pas répondre par oui ou non. Le Premier ministre conduit une action concrète sauf qui a un impact direct sur les populations. Ce qui découle de la vice-présidence, c'est qu'il succède au président en cas d'empêchement absolu. Donc on ne peut pas se permettre un vide au niveau de la succession du président. Je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi. Mais est-ce que le président est condamnable parce qu'il n'a pas nommé un vice-président dans les 5 jours? Mais il ne serait pas condamnable s'il ne nomme pas un Premier ministre dans les 5 jours, évidemment. Mais bien sûr. Là, jusqu'à présent, il n'y a que ce matin qu'on a nommé un Premier ministre. Ça a un impact sur la vie des citoyens. Il n'est pas condamnable, c'est ce qu'on dit. Il n'est pas condamnable. Un État sans Premier ministre n'est pas comparable à un vice-président. C'est important. Ne pas laisser, laisser vide le poste. C'est pas bon, c'est vrai, mais en même temps, il n'est pas condamnable de l'avoir laissé jusqu'à 2 ans après. Voilà ce que je veux dire. Très bien. On va parler un peu, monsieur, après l'effort, mais c'est bien. Même s'il faut rappeler que, oui, André. S'il n'y avait pas de, on termine là-dessus, quand il n'y avait pas de vice-président, le successeur du président en cas de machin, ça allait être le Premier ministre. Voyez-vous. Mais il était important d'éviter, parce que c'est des bagarres comme ça qui arrivent dans les pays. Et voilà, on ne sait jamais. Très bien. Alors, intéressons-nous au fond du discours du chef de l'État. Qu'est-ce que vous retenez tout de suite? Alors, ce que je retiens, je fais juste une petite présentation du discours du président. Le président a balayé quand même l'état de la nation. Il a fait cas de ce que la Côte d'Ivoire a dû donc endurer durant toute cette période-là, Covid, la question de la vie chère, comment le gouvernement a pris les dispositions, etc. Donc, il y a eu quand même un état de la situation du pays. Et à la suite de ça, évidemment, il a été question de ces têtes de l'exécutif qu'il fallait compléter à travers ces 2 nominations. Donc moi, une fois qu'on a vu ce tableau, je trouve que, du coup, on va revenir à un jeu un peu plus clair même entre les acteurs du parti au pouvoir et de ceux qui gouvernent. Parce que tous ces moments de vide-là pouvaient avoir tendance à créer quelques tiraillements, quelques tensions, notamment en termes de succession classique, hein, c'est-à-dire... qui doit peut-être prendre le relais du président Alassane Ouattara si d'aventure il ne veut pas faire un autre mandat, etc. Donc le fait d'avoir aujourd'hui, on va dire, un successeur un peu plus clair, qui est un vice-président,
avec un Premier ministre qui, lui, travaille, donc, qui est dans l'action gouvernementale, je pense que les questions donc, de tiraillement, de succession au sein de la majorité présidentielle devraient quand même être un peu apaisées. Je retenir devrait. Oui, bien sûr. Je veux dire que c'est un discours dans lequel, comme André l'a dit, la seule chose qu'on devait pouvoir retenir, c'est la nomination du vice-président. Pourquoi? Parce que quand on regarde le fond du discours et les différentes thématiques abordées, ce sont des thématiques qu'Alassane Ouattara aborde tous les jours. Donc la question du terrorisme maîtrisée. À ce propos, justement, voilà, je m'en rappelle. La question du terrorisme maîtrisé. Sous contrôle sous contrôle, voilà. Ce qu'il a dit, il a sorti le mot sous contrôle. Et la question donc de la cherté de la vie qui est toujours, je veux dire, une préoccupation du gouvernement. On a vu le Premier ministre Patrick Achi aller vraiment dans tous les sens pour trouver. Mais là, le président a dit quelque chose qui est fondamental. Il a dit qu'il faut qu'on arrive à une solution pérenne et qu'on ne soit pas tous les jours en train d'agir sur les prix. Parce que, quoi qu'on dise, on demeure dans une économie libérale. Après, il est revenu un peu sur le dialogue politique, mais en présentant ce dialogue politique-là comme un instrument à partir duquel on pouvait juger, donc jauger du calme et de la sérénité qui règne dans le pays, mais il ne s'est pas prononcé donc sur les recommandations faites par le dialogue politique. Je vous interromps 30 secondes et à propos justement du dialogue politique, on va regarder cet élément vidéo-là pour revenir, pour compléter justement ce que vous disiez tout à l'heure. 21 partis et groupements politiques et 26 organisations de la société civile ont adopté le 4 mars dernier le rapport final du dialogue politique. Je voudrais que nous puissions les applaudir. Et c'est pourquoi je voudrais féliciter tous les acteurs de ce processus pour l'engagement pris de se départir de la violence comme mode d'accession au pouvoir. Nous devons maintenir ce bon état d'esprit, quelles que soient nos divergences, afin que les futures échéances électorales se déroulent de façon apaisée et démocratique. Retour à ce que vous disiez. Voilà, donc comme je disais, le président ne s'est pas prononcé concrètement sur les recommandations donc, du dialogue politique. Ça crée un petit hic quand même. Voilà, parce que devant la nation, devant le peuple réuni à travers donc, ses représentants, on aurait voulu entendre des petits commentaires quand même du président sur ces questions. La question notamment de la libération des prisonniers, du dégel des avoirs, en fait, toutes les recommandations qui ont été, ces cinq recommandations qui ont été donc actées et consignées donc après le dialogue politique. Moi, je pense que le président aurait dû nous orienter un peu. Mais en même temps, à la décharge d'Alassane Ouattara, si on a bien pu le remarquer depuis son accession au pouvoir, il gère le pays en manager. Voilà, c'est un économiste, il agit beaucoup sur les chiffres. Lui, c'est le résultat. Et dès que le résultat est là, on passe à autre chose. Et je pense que, en me mettant dans sa tête, je pense qu'il s'est dit, tout est calme. On ne va pas perdre le temps encore sur des questions politiques. Et on peut aller de l'avant. Mais en même temps, comme on le dit, il y a des petites données sur lesquelles on peut toujours séduire ça et là. Il faut parler avec les Africains, il faut parler avec les Ivoiriens sur un certain nombre de choses parce qu'après, c'est des questions qui restent en suspens. Très bien. Voilà. Très bien. Ryan Anti. Oui, ce que j'allais dire, c'est qu'effectivement, ce sont des questions qui restent en suspens, mais de toute façon, on aura les réponses à ces questions au moment venu. S'il ne s'est pas prononcé, c'est que les raisons sont tout simplement que ce n'est pas encore le moment de se prononcer sur ces questions. Derrière, on a un discours du président qui, effectivement, dresse un bilan. Effectivement, peut-être pas un bilan super détaillé, mais on a quand même certains éléments d'information sur les motivations qui ont poussé à mener certaines actions, sur quelques perspectives même, quand on voit comment est-ce que le pétrole et certaines autres découvertes vont être utilisées pour lutter contre la cherté de la vie. Alors, il a quand même abordé, il est parti sur une forme de bilan un peu synthétisé, j'ai envie de dire, du fond, mais ça reste quand même un bilan qui nous montre aussi quelques perspectives et quelques motivations derrière. Et puis je pense que quand même, à ce congrès, tout le Parlement s'attendait surtout à avoir les noms des nouveaux nominés, j'ai envie de dire. C'était un peu les Oscars. Justement, j'ai un message
Kader Bamba, à propos de recommandations, pour m'adresser à Franck Etienne, il disait, concernant les recommandations, il disait que lui, en tout cas, de sa position, Kader Bamba, toutes les recommandations ont été demandées à être réglées à travers donc, les instructions de la République, les institutions. Oui, c'est vrai que c'est dit comme ça, mais comme je dis, nous sommes quand même dans une société de l'oralité. Nous sommes quand même dans une société où il y a beaucoup de rumeurs, beaucoup de choses quand elles ne sont pas dites. Non mais Franck, là, il n'y a pas de rumeurs. qu'est-ce Le gouvernement a travaillé avec concrètement l'opposition, ils ont adopté des recommandations. Mais ces recommandations vont se mettre en œuvre. Le gouvernement, quand même, c'est une institution sérieuse. Et ils vont les dérouler. L'opposition est là pour constater si ça se met en place. Je ne pense pas qu'on puisse, je l'entends, mais en faire reproche au président de ne pas revenir là-dessus, sachant qu'il apprécie que ce dialogue politique-là, et il a dit lui-même, démontre qu'aujourd'hui la Côte d'Ivoire, enfin la preuve que la Côte d'Ivoire est en paix. Et ça, c'est une bonne chose pour que tout le monde puisse avancer convenablement. Moi, je pense que... Non, je ne lui fais pas de reproche du tout. Je ne lui fais pas de reproche du tout. Je fais juste un petit dépassement pour dire que certains Ivoiriens, beaucoup d'Ivoiriens, auraient voulu entendre ça. Mais qu'est-ce qu'il aurait... Mais je pense qu'il s'est félicité déjà de... Non, mais ma question, c'est qu'est-ce qu'il aurait dû dire par rapport à ces recommandations? Est-ce qu'il devrait les rappeler? Est-ce qu'il devrait donner plus de perspectives? Qu'est-ce qu'on attend concrètement? Je ne vais rien dire ici pour ne pas me faire lyncher, mais en même temps, je pense que le président aurait dû faire un petit commentaire là-dessus après. Oui, je pense que c'est un peu... Parce que là, il a juste pris acte. Non, mais c'est quand même une adresse assez importante et on ne fait pas de commentaires pour en faire. Non, mais le faut commentaire du tous les président vaut commentaires son seront pesant d'or. pesés. Aujourd'hui, s'il se mettait à faire des commentaires sur ce dialogue politique, on serait en train de les décrypter de fond en comble. Mais tout à l'heure, vous allez voir, quand on va passer à la nomination du Premier ministre, vous allez voir que ça a été juste une digression. Je veux dire que mais c'était une digression qui a valu... Franck Etienne, il aurait souhaité que le président, il dise par exemple, je constate, je suis content de ce qui se fait. On va peut-être libérer les prisonniers. Il s'attendait peut-être à des annonces. Mais sinon, il a commenté le dialogue politique en disant que grâce au dialogue politique, les choses se passent plutôt bien. Donc ça, je pense que le président lui-même constate que le gouvernement et les partis d'opposition ont travaillé. Je pense que c'est bien. Mais les choses étaient comme ça. Et puis il y a eu les dialogues politiques. Justement, les choses s'est passées comme ça, puis il y a eu les dialogues politiques. Non, mais on n'est pas dans le même En tout cas, de toute façon, les recommandations sont en cours d'exécution. d'exécution. Mais bon, si vous voulez, dans tous les cas, moi je ne le condamne pas. Le président n'avait pas été sur ce terrain. Mais tu aurais aimé. Et je le dis clairement, Alassane Ouattara, dans son fonctionnement, est toujours sur les résultats. Et quand les résultats sont là, vraiment, il ne perd pas le temps à autre chose. Et ça aussi, c'est une façon d'apprécier la politique chez lui. Et il y a des Alors là où André parlait tout à l'heure de balayage concernant justement tout ce résumé qu'il nous a fait, tout ce bilan qu'il nous a fait, c'est que finalement il nous dépeint une Côte d'Ivoire qui va super bien. Mais bien sûr. Au regard des chiffres et tout ça. La question qu'on se pose, c'est quand la population regarde ça, est-ce qu'elle se reconnaît finalement dans ce bilan? Parce qu'on n'a pas beaucoup parlé de ce qui ne va pas. Mais en même temps, Brice, pour dire à Rayana que c'est une des marques justement d'Alassane Ouattara. Je ne vais pas aller comme un confrère, donc Aristide Nkena, pour ne pas le citer, qui dit qu'il y a une école Ouattara. En fait, Alassane Ouattara, c'est le président qui, quand vous avez l'impression que ça bouillonne, quand vous avez l'impression qu'il y a du suspense, quand il arrive, quand il parle, il vous déroute. Voilà, il vous déroute tout de suite. Aujourd'hui, à Yamoussoukro, je pense qu'on a fait tellement d'avant-papier, on était convaincus d'un certain nombre de choses. Et puis arrivé, il fait un discours de peut-être 30 minutes. Voilà, de 30 minutes maximum. Il aborde les questions ça et là, parce qu'il est focus sur son affaire. C'est la nomination donc, de son vice-président. Et puis on passe à autre chose. Justement, on va essayer de passer à autre chose. On va retenir juste les propos du chef de l'État sur le plan sécuritaire. Le pays, en tout cas, est calme et sous contrôle. Les choses sont sous contrôle. Allez, on marque une pause, on se retrouve juste derrière. Nous sommes de retour sur le plateau du Live Talk pour la deuxième partie de notre rendez-vous et aujourd'hui notre équipe d'experts constituée de Franck Etienne, de Madame Edith Broubleu, de Rayana Assi, d'André Bois. Eh bien, cette équipe d'experts-là décrypte aujourd'hui l'adresse à la nation donc, du chef de l'État. C'était aujourd'hui même à Yamoussoukro. Si pour la première partie, on a abordé un tout petit peu le fond, on a abordé
plutôt la forme hein, de ce discours. Le premier point, donc l'un des points importants de cette adresse, André, ça a été la nomination du vice-président, d'un vice-président, 2 ans après la démission de M. Daniel Kablan-Duncan. Ouais, c'était en juillet 2020 que Daniel Kablan avait démissionné. Et donc on s'attendait à ce que, au moins on s'est dit, il y a une élection qui arrive autour d'octobre 2020, juste après les élections, le président qui serait élu, on aurait un vice-président. Ça n'a pas été le cas, ça a traîné. Et là, on annonce donc un nouveau vice-président. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, comme je le pensais en début d'émission, dans le jeu même d'équilibre au sein de la majorité, il fallait peut-être ce poste-là pour... D'abord, il y a eu la restructuration du RHDP avec Bitogo qui a été un tout petit peu recalé, même s'il il reste toujours le responsable de la machine. Et là, il fallait, comment je pense, positionner un certain nombre de personnes. Patrick Hachi, on aura le temps d'en parler, avait besoin aussi d'être remis en selle dans tout ce mouvement. Je pense que c'est toujours dans l'ordre de ce qu'Alassane Ouattara fait. Hein. Un autre technocrate autour de lui, c'est voilà, qui prend la place d'un autre technocrate pour régler un problème politique. Bon, voilà, c'est la méthode Alassane Ouattara. Pour ce tour de table, on parle de l'idée hein, de la nomination donc d'un vice-président et après on ira sur qui est le vice-président. Voilà, mais déjà l'idée. Là, il fallait nommer un vice-président. Il y a pensé. Non, mais l'idée, elle est évidente. On le disait tout à l'heure. C'est prévu dans la Constitution, donc il fallait le faire. On se plaint même de pourquoi est-ce que ça a mis autant de temps. Donc, c'est quelque chose qu'il fallait faire. Donc, l'idée en elle-même, elle est ni bonne ni mauvaise, elle est juste évidente. Madame Le. Bah, il a été nommé tout simplement et je pense que ça a déjoué la plupart de nos pronostics, en tout cas des pronostics qu'on avait eu sur ce plateau la semaine dernière. Oui. On avait cité certains noms, oui. Exactement, et même on voyait un jeu de chaises musicales avec Patrick Hachi comme vice-président. Dans leurs écrits. Comme vice-président, avec peut-être des pouvoirs beaucoup plus renforcés pour le poste de vice-président. Et finalement, on a M. Timoko Kone qui sort de l'ombre d'une certaine manière, parce que j'ai vu des commentaires sur les réseaux sociaux où certains demandaient mais qui est-ce qu'il était. Il a fallu expliquer que c'était le gouverneur de la BCEAO. Donc on a exactement sur nos billets de banque. Donc la plupart ne le connaissaient pas, en tout cas parmi les populations. Et finalement, c'est une annonce, on va dire surprise quand même, auquel la plupart des observateurs ne s'attendaient pas, à moins que vous soyez dans le secret des dieux. Franck Etienne. Franck Etienne. À moins que vous vous appeliez Franck Etienne. Je sens que ça le titille. Parce que lui, à moins que... le secret. Non, André a pu voir Franck Etienne, vous avez annoncé. De nos discussions où j'avais déjà annoncé cela, mais en réalité, c'est parce que... Qu'est-ce qui vous a fait penser que ça pouvait être lui? Non, en réalité, c'est parce que les gens, ils découvrent pour la première fois M. Kone Timoko. Sinon, c'est un classique. Voilà, c'est un classique qui n'est juste pas, je vais dire, belliqueux. C'est pas un affairiste. Voilà, qui n'est juste pas un affairiste, sinon, voilà, qui n'est juste pas marqué, sinon c'est un classique. Vous allez apprendre par exemple que, quand même, pendant plusieurs années, il a été directeur de cabinet de 2007 donc à 2010 du Premier ministre Guillaume Soro. Vous allez apprendre, par exemple, qu'il a été ministre ici plusieurs fois. Vous allez apprendre il a été conseiller spécial du président. Vous allez apprendre que c'est un pur produit donc, de la banque, du FMI et de la BCEAO. C'est un clone d'Alassane Ouattara. C'est ce que j'allais dire. C'est exactement un clone d'Alassane Ouattara. Sur le plan, donc, je vais dire, technocratique, c'est un clone d'Alassane Ouattara. Et puis après, il y a, au niveau politique, c'est pas un nouveau venu dans la maison. Oui, bien sûr. Voilà, c'est un classique. Et un classique tellement réservé, tellement modéré, qu'aujourd'hui, Alassane Ouattara avait besoin d'une telle figure, voilà, pour assurer, pour faire le tampon. Parce que vous vous rappelez la ferveur dans laquelle est née l'UGN, donc l'Union du Grand Nord, où beaucoup déjà de classiques faisaient des calculs. Et quand Alassane Ouattara a parlé de la demi-douzaine de personnalités qui pouvaient donc lui succéder, vous avez vu déjà tout ce qui se passait. Donc Alassane Ouattara, en pensant à Kone Timoko, parce que bon, je refuse de prononcer, enfin,
j'évite de prononcer Je sais. Méliès parce que je ne maîtrise pas trop la prononciation. En pensant à Kone Timoko, il voulait adoucir, il voulait, je veux dire, quelqu'un qui le remplace valablement, quelqu'un qui a les mêmes idées que lui. Et qui fait le job. Et qui fait le job. Exactement. Voilà, qui fait le job sans bruit, comme on le dit. Et on sent qu'il a beaucoup Voilà. de respect pour lui parce que dans son discours, au lieu de dire d'abord son nom en annonçant comme vice-président, il n'a pas tari d'éloges. Je pense qu'il a dû faire 5 minutes, en tout cas, Absolument. d'éloges avant de donner De son dire, nom, au lieu de le faire dans le sens absolument, contraire. Donc, ce qui prouve en fait qu'il lui fait énormément Énormément confiance. Comme tu l'as dit, certainement c'est son clone. C'est un technocrate avec qui il a eu déjà plusieurs années d'expérience au plan gouvernemental, même à la BCAO également. Et on le sent véritablement que ce choix lui tenait à cœur en termes de vice-présidence. Je vous replonge, hein, si vous voulez bien, je vous replonge dans l'ambiance de cette annonce avec cet élément vidéo. Je voudrais donc porter à votre connaissance mon choix pour occuper le poste de vice-président resté vacant depuis juillet 2020. Il s'agit d'une personnalité qui a fait la preuve de ses qualités personnelles et professionnelles à toutes les hautes fonctions qu'elle a occupées dans l'administration publique, dans le gouvernement ivoirien et à l'extérieur de la Côte d'Ivoire. C'est une personnalité ayant une grande expérience gouvernementale. J'ai donc porté mon choix sur M. Tchemoko Méliès Kone. André, tout à l'heure, il y avait un petit challenge hein, concernant la prononciation. Le président a dit Méliès. Voilà. Moi, je prends le raccourci. Voilà. Méliès, tu vas un peu loin. hein. Ça va, on ne prononce pas le T. Pas du tout. Méliès alors. Quelqu'un écrit sur nos pages des réseaux sociaux, j'aurai l'occasion de retrouver le message, pour dire oh, quelqu'un d'autre qui va venir gérer l'argent. Encore, c'est toujours Oui, mais parce le que, nerf de la parce qu'en guerre. réalité, ça n'a pas changé. Daniel Kablan-Duncan était économiste et Alassane Ouattara, comme je disais tout tantôt, il a une culture des résultats et il n'a confiance qu'au travail. Donc, ceux qu'il a vus à l'épreuve du travail, c'est avec ceux-là qui bossent. C'est clair. Alors, moi, justement, ça me permet, pendant que vous en parlez, vous parlez de bosser, on avait un vice-président, donc Daniel Kablan-Duncan, économiste et tout, qui a démissionné. Et le poste est resté 2 ans, vacant. Et là, on me fait venir quelqu'un qu'on présente comme étant quelqu'un qui est un bosseur, quelqu'un qui a de l'expérience et tout ça. Finalement, j'ai envie de dire une expérience pour faire quoi? Et déjà, c'est une très très belle question, sachant que selon les premières choses qu'on entend, c'est que ce sera un vice-président qui sera beaucoup plus dans l'action que ne l'était l'ancien vice-président. Donc là, il y a Alassane Ouattara, en tout cas, il semblerait Qui s'efface un peu plus. va confier oui. beaucoup d'actions donc à ce vice-président-là qui participe au Conseil des ministres, qui est au cœur aussi de l'exécutif. Et donc, qui devrait, ça ce sont des quelques sources de journalistes qui nous le disent, mais on espère qu'il vient vraiment pour travailler et qu'il ne vient pas, j'allais dire, terminer tranquillement sa retraite. On rappelle qu'il a 73 ans. Donc, c'est ça, j'allais dire, l'interrogation qu'on peut avoir, mais on espère que ces différentes sources-là aussi nous rassurent sur le fait que voilà, si on a un de nos intellectuels éminents, économistes, tout ça, qui peut encore apporter à la Côte d'Ivoire à travers un poste comme celui-là, et que ça peut toujours être profitable, pourquoi pas? Ça vient un peu casser l'idée selon laquelle le poste de vice-présidence, c'est une forme de garage. Non, mais la réponse pour faire quoi, à la question pour faire quoi, se trouve, c'est politique éminemment. Voilà, c'est éminemment politique. Parce que le vice-président, donc économiste, ne viendra pas pour prendre des décisions économiques. Voilà, puisque déjà, ce n'est pas dans ses prérogatives. Mais il vient juste, mais pour préparer la succession d'Alassane Ouattara. C'est ce que j'allais dire, la réponse se trouve dans la Constitution. Il joue tranquillement sur 2025. Voilà. Si 2025, lui, Alassane Ouattara, ne se sent plus l'âme de parti, mais il met dans le bain Kone Méliès. Et il se trouve que ce monsieur, vu tout ce qu'on a dit autour de lui, non seulement en termes de technocratie et en termes politiques,
ce monsieur, il est capable de fédérer la base sociologique, mais du RDR. Je ne dis pas la base sociologique du RHDP. Parce que le RHDP, vous savez comment il a été constitué. Le RHDP, c'est parti du RDR, PDCI, tout ça. Alors, donc, la base sociologique du RDR, il vient consolider cette base sociologique. Parce que, quoi qu'on dise, cette base sociologique a montré que, dans toutes les élections, elle est apparue majoritaire. Sur les législatives, sur comment on appelle ça, les élections locales, je veux dire au niveau des régionales, même sur la députation. Donc il faut réussir à consolider cette base sociologique. C'est pour ça que justement, les personnes qui pronostiquaient Patrick Hachi à ce poste de vice-président se trompaient royalement. Parce que Patrick Hachi n'était pas à même de consolider cette base sociologique. On parle aujourd'hui du RHDP, c'est un fait, je veux dire qu'on constate, mais en même temps, dans le fond, il y a une base sociologique. Non, c'est vrai que j'entends cet argument qui me paraît être un argument à entendre, mais je ne pense pas que le problème c'était sur la base sociologique du RDR. Je pense plutôt que c'est une question de cadre. Je pense ceux qui exploitent cette base sociologique, ce sont les cadres de la première heure du RDR, qui vont toujours ramener, parce que si Alassane Ouattara a créé le RHDP, l'idée, c'est d'élargir cette base. Et il se trouve qu'en élargissant, il y a des ambitions qui savent qu'elles ne peuvent plus prospérer parce que désormais, on n'est plus ouvert, on n'est plus auto-centré sur le RDR. Donc, il y a beaucoup de cadres qui veulent maintenir les choses. Donc, je pense que la légitimité de Patrick Hachi, pour moi, elle est j'allais même dire, elle est gagnée, mais c'est au cœur de ces cadres-là. Parce qu'un parti politique, son rôle, c'est de convaincre les militants que nous, on va dans ce sens-là et c'est bon. Et je pense que c'est ce qu'Alassane Ouattara leur fait comprendre aux autres qui sont très difficiles, qui traînent les quatre fers, pensant que la succession d'Alassane Ouattara doit être toujours un RDR pur. C'est une erreur, je pense, au regard de ce qu'Alassane Ouattara a construit avec le RHDP. Et si on veut vraiment suivre l'hypothèse de Franck, il faudrait justement que le nouveau vice-président soit beaucoup plus, j'ai envie de dire, présent et plus actif en fait. Mais bien parce que sûr, finalement, on a parlé comme qualité de sa réserve, de sa discrétion, mais peut-être un peu trop finalement. Donc il a 2 ans pour le faire. 2 ans, c'est beaucoup, mais c'est très peu aussi à l'aube d'élections présidentielles. Non, je veux dire, faisons attention. Tout à l'heure, André parle donc d'élargir la base du RHDP, tout ça, machin. Mais n'oublions pas qu'un parti politique, il se crée pour gagner le pouvoir et le conserver. Donc, les moyens par lesquels on conserve le pouvoir, les moyens démocratiques par lesquels on conserve le pouvoir, ce sont ces moyens-là que chaque parti utilise. Quand Alassane Ouattara s'assoit et qu'il fait l'analyse et qu'il sait qu'il a une base sociologique, mais il contente d'abord cette base sociologique avant d'aller ailleurs. Est-ce que vous pensez, Franck est-ce que vous pensez que cette base sociologique-là connaît bien M. Koné Timoco? Mais justement, il a 2 ans pour se faire connaître. Non, 2 ans, ça ne suffit pas. Tout comme si Hachi Patrick était resté seul, parce que là, quand il n'y avait pas de vice-président, il était seul, tout comme il avait beaucoup de temps pour se faire connaître. Mais je pense que on peut aujourd'hui, moi, ce n'est pas mon choix, mais à l'analyse, vu qu'Alassane Ouattara tenait à ce qui est le RHDP, on voit bien que son ambition, c'est d'ouvrir. Ce serait dommage, en tout ça cas, ne peut pas être de se fermer. De notre point de vue, en tout cas, ce serait dommage de se renfermer. Parce que d'une certaine manière, parler de base sociologique du RDR, alors qu'il y a le RHDP qui est censé réunir la plupart des partis qui étaient d'accord pour ce pacte, ce serait se renfermer et revenir à une sorte d'enfermement, à mon avis. Il ne dirait pas renfermer, il dirait consolider. C'est un profil qu'on découvre pour la plupart. Elle a dit 2 ans, c'est peut-être beaucoup, mais c'est pas suffisant, c'est rien. Non, Franck, tiens, et en plus, juste pour... oui, non, je vais terminer. C'est pas suffisant pour lui permettre de se faire connaître et de la base du RHDP, de mobiliser et en plus de pouvoir attirer d'autres militants. Au-delà de ça, il n'y a pas que la base qui compte quand on parle d'élection présidentielle. Mais ce n'est pas suffisant. Moi, je pense qu'au regard c'est pas de regarder l'aspect politique. Moi, je pense qu'il faut peut-être plutôt regarder l'aspect économique. On a dit, tu l'as dit, qu'il est un peu le clone du président Alassane Ouattara. Dans son discours, le président Alassane Ouattara a adressé différents challenges auxquels la Côte d'Ivoire est en train de faire face et va faire face. Il a parlé de la crise de la Covid. Il a parlé également
de bonne gouvernance. Il a même insisté sur ce point. Il a parlé également de priorité de la cherté de la vie. On a vu comment le gouvernement, à un certain moment, au regard de cette situation, a dû prendre des mesures d'urgence sur le moment. Peut-être qu'il fait appel à ce technocrate qu'il connaît bien et à qui il a confiance, non pas uniquement ou bien pas seulement pour peut-être envisager une succession, mais pour régler ces problèmes d'urgence, parce que c'est un économiste. Non, mais très rapidement, pour relancer, par rapport à ce que Edith dit, pour en rajouter, peut-être Franck va réagir, c'est que quand on regarde les dernières élections législatives, c'est important. C'est-à-dire que pour atteindre justement la majorité absolue, il n'est pas possible de rester ce que Franck Etienne appelle la base sociologique. Ça ne marche pas. C'est-à-dire qu'à un certain moment, il faut qu'il y ait des cadres comme Patrick Hachi, il faut qu'il y ait des cadres comme le président du Conseil économique et social qui va élargir justement cette base au niveau de l'Est avec les Atiers et les Agnis pour que justement le RHDP ait la puissance qu'il a pu avoir au niveau de l'Assemblée nationale. Sinon, ça ne marche pas. Donc, non, ce qui veut dire que aujourd'hui, ceux qu'il faut convaincre de la stratégie d'Alassane Ouattara, ce n'est vraiment pas la base sociologique. Parce que eux, ils sont convaincus d'Alassane Ouattara. Ils écoutent, ils pensent que les choix d'Alassane Ouattara vont les consolider. Ceux qui sont plus difficiles à convaincre, ce sont justement les cadres. Parce qu'eux, ils se disent, eux, ils pourraient bénéficier justement de la succession. Donc à ce moment-là, ils voient quelqu'un qui n'était pas censé être de cette base de départ comme un ennemi. Et je pense que c'est ce que paye Patrick Hachi. Mais justement, c'est que tu me rejoins. C'est-à-dire que pour donc... être, je vais dire, plus concret. Alors permettez-moi de vous prêter les mots. Pour éviter donc ce qui pourrait être une implosion ou une grève fratricide, on envoie quelqu'un qui pourrait... Qui est de la maison, qui est un classique, mais qui... Non. Mais qui non, je pense pas que ce soit le critère de choix. Parce que de toute façon, on a aussi d'autres profils qui sont de la maison. C'est un économiste qui n'a pas d'ambition. On a d'autres. Il a été dans l'ombre pendant un bon moment. Il a fallu ce moment-là pour le relever. Moi, je suis d'accord avec vous. Je suis d'accord avec vous, mais on ne va pas fermer l'analyse. On ne va pas dire que juste, c'est un économiste. Non, on apporte de la contradiction. On ne ferme pas l'analyse. Mais on dit que cette analyse ne suffit pas pour gagner des élections ou pour prétendre justement à ces élections. Je suis d'accord avec vous. Et parce que comme personne ne détient donc la vérité, on a juste analysé. Mais pour vous dire simplement que Alassane Ouattara pense à l'après Alassane Ouattara. Oui, mais pense à l'après. En pensant à l'après Alassane Ouattara, mais il regarde ses amis avec lesquels il est venu. Il regarde leur façon de bouillonner, André l'a dit. Mais les gens bouillonnent autour de moi. Donc je regarde comment j'éteins le feu. Voilà. Et donc, Timo Komeïli, en plus d'être technocrate, est nommé parce que politiquement, il peut éteindre le feu. On est d'accord, ça on est d'accord. Maintenant, dans l'approche, comme tout à l'heure, tout à l'heure, Rayana a juste dit comme ça qu'il n'est pas encore connu. Mais j'ai dit non. Dans le sérail, quand je vous dis, mais il est très connu du sérail. Mais le sérail ne suffit pas. Oui, ça ne suffit pas, mais il a 2 ans et demi, 3 ans pour le faire. Et s'il n'est pas prêt, Alassane Ouattara sera candidat pour le deuxième mandat. On va marquer une pause avec votre permission, et puis on va parler d'une autre nomination. Ça sera juste après cette pause. Le Live Talk ce soir s'intéresse à cette adresse à la nation du chef de l'État. C'était aujourd'hui même, il y a quelques heures, devant donc, le Congrès. Le président Alassane Ouattara s'est adressé à la nation. Il s'est adressé à la nation et on retient, entre autres, de cette adresse-là, donc, André l'a dit, un balayage donc, de la vie de l'État. On a parlé également de nomination du vice-président. Une autre nomination a également fait partie du discours d'Alassane Ouattara, c'est celle du Premier ministre, de l'ancien nouveau Premier ministre. Vous me mettez l'expression, le jeu de mots. Patrick Hachi. On a le temps de regarder une vidéo, nous replonger un tout petit peu dans l'ambiance de cette annonce. C'est pour tenir compte de la conjoncture économique mondiale et la nécessaire réduction des dépenses de l'État que le gouvernement qui sera mis en place cette semaine sera resserré. Monsieur le Premier ministre, vous avez eu mes instructions à cet effet. Honorables députés,
Une annonce qui n'est pas une annonce Ouais, mais en même et temps, que tout le monde a dû comprendre. Non, c'est une allusion et moi je pense qu'il faut laisser ça. non, Franck, c'est une annonce. Non. Je sais pourquoi. C'est une question de subtilité de langage. C'est une allusion. Bon, alors, mais en temps, le décret d'annonce est sorti. Hein. C'est une allusion. Oui, non, voilà. ça, on sait, Le mais- décret d'annonce, Ouais. le décret de nomination est sorti plus tard. Ouais. Mais ne prenons pas l'annonce de l'allusion donc du président de la République comme la nomination de Patrick Achi. Mais pourquoi c'est une allusion? Il a dit je vous donne des instructions pour que le prochain gouvernement soit resserré. Ça ne peut pas être une allusion. C'est Frère pas Mathias. non, On va revoir. Devant le Congrès, Alors, il faut revenir sur ce n'est pas dans son discours. Allons-y Mais je vais vous doucement. expliquer Bien, pourquoi. bien Alors, on va regarder la vidéo et puis Ce on va n'est pas dans revenir. son discours. C'est pour tenir compte de la conjoncture économique mondiale et la nécessaire réduction des dépenses de l'État que le gouvernement qui sera mis en place cette semaine sera resserré. Monsieur le Premier ministre, vous avez eu mes instructions à cet effet. Honorables députés, Bon, allez-y, Franck. Non, je parle d'une question de principe. Est-ce qu'on peut réécouter? Non, André. Alors, je parle d'une question de principe. Alassane Ouattara ne peut pas nommer le Premier ministre devant le Congrès. On est d'accord. Voilà, ça, c'est une question de principe. Bien Donc, sûr. C'est pour ça que j'ai dit, Oui. utilisons les mots. C'est une allusion. Il a fait juste une digression. Ouais. Et puis, on a fini par comprendre dans la digression Ouais. que Patrick Achi a été reconduit. C'est Mais ça. on n'a pas Voilà. fini par comprendre, on l'a compris dès On qu'il a a fait cette compris. allusion. Justement, Mais il n'a pas mais dit Donc je c'est une nomme. allusion, mais finalement ce n'est Il n'a même pas une donné la allusion parce qu'on a permission. compris. C'est pas la même chose. C'est de la subtilité, Non, oui, c'est de pas la la même diplomatie, chose que mais pour ça mêler. reste pas qu'une... C'est pas la Ok, même chose. oui, exactement. C'est pas la même chose. Il l'a pas dit, Voilà, parce que exactement, oui. parce que ce serait aller contre la Constitution. Exactement. Voilà. Donc c'est juste Donc, Ça, la on est forme, d'accord. c'est Maintenant, juste une la fois qu'on a dit forme. ça, Voilà. une fois qu'on a dit ça sur le fait d'avoir reconduit Patrick Achi, je pense que ça ne pouvait pas être le contraire. Parce que on sort quand même d'une année avec un Premier ministre qui, de mon point de vue, a montré sa capacité. N'oublions pas quand même, quand je parle de son sort d'une année, mais on sort aussi de 2 années extrêmement compliquées. Absolument. On a 2020 perdu, avec un Premier ministre en juillet qu'on perd, en 2021 un autre Premier ministre, et il fallait reprendre, recoller les morceaux, non seulement économiques, mais politiques aussi. Et je pense que ce Premier ministre a montré sa capacité, au point que, rappelez-vous, au tout début de son mandat, il est tombé malade, beaucoup avaient peur, parce que évidemment, on s'est bien rendu compte que c'était un bourreau du travail. Et donc, moi, je pense que Alassane Ouattara ne pouvait pas se faire harakiri. J'entendais beaucoup de choses, mais je pense pas qu'il allait Vous aviez parié briser. depuis Surtout pas longtemps sur maintenant. Patrick Achi. Surtout Mais pas Surtout justement, pas ouais, maintenant, ouais. parce que je disais la dernière fois que ça aurait été un peu trop tôt. Il aurait fallu justement qu'il soit, j'ai envie de dire, prolongé. Parce qu'il avait entamé pas mal de dossiers, qu'il avait pris à bras-le-corps, comme je disais la dernière fois. Et je pense qu'il n'y avait que lui qui pouvait terminer ou clore ces dossiers avec autant de hargne et de détermination. On l'a vu énormément présent sur pas mal de sujets. Il a entamé beaucoup de choses. Ça aurait été trop tôt, en tout cas, qu'il parte maintenant. Madame Bleu, Alassane Ouattara qui est décrit comme le déjoueur de plans, c'est peut-être ça qui a fait imaginer qu'on pouvait ne pas avoir un Patrick Achi reconduit. Effectivement, on l'avait dit ici sur ce plateau, dans nos pronostics, en tout cas, qu'on le voyait certainement au poste de vice-président et on avait donné un autre nom aussi pour le poste à la primature. Finalement, il a reconduit le Premier ministre Patrick Achi. Finalement, c'était un choix évident. Pourquoi pas? C'était un choix évident. Il est déjà sur plusieurs dossiers. Il a montré sa capacité à rassembler le gouvernement, à mettre le gouvernement au travail. Et au final, c'est cette confiance qui lui a été accordée qui est finalement renouvelée. Donc, il va reconduire ce gouvernement beaucoup plus resserré, comme l'a demandé le président de la République. Un gouvernement également pour lequel il faut lutter contre tout ce qui est aspect budgétivore, parce que ça, c'était revenu dans la plupart de nos remarques lorsqu'on parlait de solutions pour la vie chère. Il fallait donner l'exemple. Donc, un gouvernement resserré, moins budgétivore. Et j'ai lu quelque part que dans les recommandations, le président ivoirien lui avait demandé également de beaucoup plus déléguer.
on le verra certainement dans les prochaines Alors, années. Franck Etienne, il a une belle analyse concernant donc le nombre de ministres serrés. Donc, on dit que c'est passé d'une quarantaine à une trentaine. Alors qu'il y a un calcul mathématique qui permet. Surtout que la quarantaine, c'était 41. 41. Ouais. En même temps, aujourd'hui, je n'ai pas fait du maraboutage. C'est vrai que sur 2 ou 3 choses, j'ai pu avoir raison. Même sur Patrick Hachi, 15 minutes après la démission, j'ai écrit vers un Patrick Hachi 2. Voilà, vers un Patrick Hachi 2. On m'a beaucoup te consulté. Et que, bien que Alassane Ouattara a dit dans son discours que un nouveau Premier ministre, parce que le terme était ressorti, donc on avait eu peur. Des gens analysaient, ils cherchaient d'autres noms. J'ai dit non, on va vers un Patrick Hachi 2. Parce que Patrick Hachi a montré toute sa capacité à gérer. Voilà, il s'est montré un homme de terrain pendant qu'il est allé sur les marchés, il est allé au contact donc, de la vie chère, il a conduit donc, le dialogue politique pour la première fois avec la signature de tous les acteurs. Et puis c'est un personnage, je veux dire, accepté quasiment de tous. Il est modéré, voilà. C'est un homme de consensus. Donc Patrick Hachi, c'est un fidèle. Il a vraiment montré aussi qu'il est un fidèle donc, dans la Mais moi, je voulais prendre un mot de Franck Etienne, parce qu'il parlait tout à l'heure de résultats, et j'ai envie de dire que là, on a un trio de résultats. Voilà. Quand on prend le président, le vice-président et le Premier ministre, ce sont des profils qui se ressemblent vraiment. Et Patrick Hachi, c'est un profil qui est aussi orienté résultat. Et donc, on est sur un trio de résultats. Mais sur ça, moi, je vais aller un peu... C'est pas vraiment mon avis en tant que tel, mais c'est une analyse que j'ai entendue, que je voulais porter. Moi, je pense que Patrick Hachi, c'est vraiment le meilleur atout pour même Alassane Ouattara. Pourquoi? Parce que, vous savez, c'est vous qui l'avez dit tout à l'heure, vous avez parlé d'une base sociologique. À quel moment les partis de Côte d'Ivoire sortent de cet enfermement un peu ethnique? Pour moi, le fait d'avoir quelqu'un comme Patrick Hachi, qui serait soit successeur, ou en tout cas quelqu'un qui jouerait un des premiers rôles au cœur du pouvoir d'Alassane Ouattara, ça donnera la preuve qu'on peut confier le pays, le parti, si vous voulez, à quelqu'un qui n'est pas de la même ethnie que nous. Et Patrick Hachi a tout pour ça. Il est métis, il n'est pas RDR originel, il est PDC. Pour moi, ça, c'est quelque chose que je dis ici. Je pense que dans ce qu'on vient de voir, de suivre, pour moi, c'est la bonne nouvelle. Ça n'a rien à voir avec Méliès, sachant qu'en plus, moi, je rêvais qu'il y ait une vice-présidente. Parce que quand j'ai vu tous ces hommes-là, j'ai vu le président du Sénat, à côté de lui, le président par intérim de l'Assemblée nationale, le président lui-même, Méliès, à Patrick Hachi, je me dis, la vice-présidente, je pense que ça n'a rien à voir avec les qualités de M. Méliès, c'est la fausse note. Et la bonne note, pour moi, c'est vraiment Patrick Hachi qui... Mais justement, il faut attirer donc l'attention d'Alassane Ouattara pour une fois, et je le dis de façon triviale tous les jours. J'ai dit quand deux personnalités, en 2010, lors du débat d'entre les deux tours, Alassane Ouattara et Laurent Gbagbo s'arrêtent et qu'en déroulant leur programme, ils parlent donc d'égalité, de parité. Moi, je me dis, dès qu'on a le premier gouvernement et qu'il n'y a pas de parité, il faut faire palabre déjà. Il faut faire palabre. Et cette fois-ci, je mets au défi les femmes. Voilà. Et on le verra dans le nouvel gouvernement. Et les féministes, justement, et les féministes, de ne pas accepter et vraiment de refuser pour... Il faut, il y a des absolument, on ne peut pas continuer comme ça. Et c'est là où on attendra... qu'il y ait au moins les 30%, je veux dire, tel que quand le président a annoncé comme l'un des plus grands hiérarchies de ce pays. Et déjà que ces 30% n'avaient pas été respectés au niveau des législatives. Voilà. C'est là où on attendra. On vous avez compris tout on vous a bien compris. Je rajoute dans les profils technocrates, machin. Imaginez Kabane Yalé. Non, même pas chercher. Quand même, elle est compétente, elle est bien. Imaginez une Kabane Yalé qui serait une vice-présidente. Mais ce serait. Voilà, et elle est membre du gouvernement depuis un moment. On a peut-être besoin d'elle ailleurs. En tout cas, cette fois-ci, je pense, comme le président a dit, une trentaine. Ce sera plus facile de calculer, parce que s'ils nomment effectivement 30 ministres... Donc 15 femmes, 15 hommes. Non, peut-être, ça serait bon, d'accord, on a bien compris. Petit cours de maths. Il faut qu'on presse sur la question. Donc on a compris que vous souhaitez la parité. Alors, nombre de ministres, très resserré, on a dit, assez resserré, 24... 29, non, il a dit une trentaine. Même 30 ce serait vraiment le chiffre le plus... Moi, je pense, ouais. Ou 24 ministres et des ministres, 6 ministres délégués, peut-être. Bon, allez, on fait un petit peu... Non, le président a parlé d'une trentaine. Moi, j'ai dit que sur cette question, je n'attends pas grand-chose. Voilà, d'Alassane Ouattara. Je suis convaincu, je n'attends pas grand-chose parce que quand on parle d'une trentaine alors qu'on a 41 ministres,
Pour atteindre la trentaine, c'est 41 moins 2. C'est moins On 2. est à On a bien compris. On est dans la Madame Bleu, trentaine. Donc, 25. moi, j'aurais 24. aimé, par exemple, que le président dise une vingtaine. Ok. Comme ça, au moins, 24, c'est plus, 25. Madame Bleu. Certainement 31, 30. 32. Ok. max. J'allais dire 32, mais autour de 35 quand même, parce que c'est vrai que ça va être On a compliqué. pareil qui est dit 30, 31, 32. Une entrée de l'opposition rapidement. Non. Des membres de l'opposition? Non, je dis non. Moi, je refuse carrément les gouvernements Zassa. D'accord. Voilà. Moi, je prends le risque. Je pense qu'il va y avoir une ou deux petites surprises, soit du côté du FPI à la FI, Ou de l'UDPCI. ou de l'UDPCI qui pourrait revenir. C'est possible. Enfin, voilà, puisqu'on prend des risques. Voilà. Rien à- Ce n'est pas le moment. Très bien. Alors, nous, on va dire félicitations donc au nouveau Premier ministre, félicitations donc au nouveau vice-président, et puis on attend dans les prochaines heures certainement la présentation du nouveau gouvernement. Bon, je tiens à signaler que demain sur ce plateau-là, nous aurons Didier Drogba, donc dans la série des candidats à la présidence de la Fédération ivoirienne de football. Didier Drogba sera notre invité demain sur ce plateau pour nous expliquer donc ses Son ambitions, ses projets. Et puis on sera très très heureux de le recevoir sur ce plateau-là. Bon, messieurs, mesdames, messieurs, en tout cas on a été très heureux d'être en votre compagnie également, à nos téléspectateurs et tous nos internautes, ils ont été très nombreux et très très actifs. Merci très beaucoup. prolixe. Très prolixe. Voilà, ils ont dit Rihanna, compliment pour vous que Rihanna, c'est l'homme. Mais c'est surtout femme. C'est surtout femme. Je tenais à le préciser, c'est femme. On a été très heureux d'être dans votre compagnie. On vous donne rendez-vous demain d'ici là. Prenez soin de vous et des autres. Et Dieu veille sur vous, qu'il veille sur la Côte d'Ivoire. À demain.